Les forces russes ont tué au moins 12 personnes et en ont blessé des dizaines lors d'attaques à travers toute l'Ukraine, y compris une attaque de drone contre un train de passagers. Hier, un drone russe a frappé un train bondé, tuant au moins 5 personnes. Cela a eu lieu dans le nord-est de Kharkiv, où les attaques contre les trains de passagers sont rares. Le président Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque d'acte de terrorisme. 27 janvier 2026, région de Kharkiv, Ukraine. Un train de passagers brûle. Une épaisse fumée noire s'échappe d'un wagon central. Des gens courent désespérés, certains portent des blessés, d'autres crient à l'aide. 6 personnes viennent de mourir, des dizaines sont blessées. Parmi les survivants figurait un soldat ukrainien, connu sous le nom de Ger Omar, commandant d'une unité de drones. Il rentrait de permission chez lui lorsque l'impact s'est produit, et Omar a immédiatement compris quelque chose que les autres passagers n'ont pas saisi. Le train s'était arrêté, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Ils étaient toujours une cible, car Omar savait exactement comment fonctionnent les drones militaires, et il savait que s'il y avait un opérateur contrôlant cette attaque, Omar a fait ce qu'il fallait. Il a organisé une évacuation immédiate, a emmené les gens loin du train, sous la protection d'une autoroute voisine, et a probablement sauvé des dizaines de vies. Mais voici une vérité dérangeante. Ce train n'était pas militaire, c'était le train Barvinkov-Lviv-Chop, une ligne de passagers ordinaire, des familles rentrant chez elles. Il y avait des travailleurs civils non armés, et ce qui a rendu cette attaque différente de toutes les autres, ce n'est pas qui est mort. La Russie agit ainsi fréquemment. Ce qui a surpris, c'est leur façon de mourir, parce que ce train n'a pas été frappé par un missile ni par de l'artillerie. Ce n'était pas une question de chance ou de malchance. Ce train a été traqué, suivi, poursuivi alors qu'il se déplaçait. Avec une précision chirurgicale, 3 drones russes, Shahed, sont frappés, mais pas la locomotive, pourtant cible évidente. Mais le wagon, en plein centre du train. La précision était tellement absurde que les enquêteurs militaires ukrainiens ont immédiatement conclu que ce n'était pas automatique. Il y avait un opérateur humain, quelqu'un qui pilotait en temps réel, qui voyait tout, qui contrôlait tout. Et ici, cela se complique davantage. Après tout, comment la Russie a-t-elle pu localiser et frapper avec précision un train en mouvement à plusieurs kilomètres ? Eh bien, la réponse est dans ce qui n'aurait jamais dû être entre leurs mains. Starlink. La même technologie d'internet par satellite que les États-Unis et Elon Musk ont fourni à l'Ukraine pour se défendre, servait désormais à la Russie pour tuer des civils ukrainiens. Avant d'expliquer comment cela est arrivé, vous devez comprendre ce qu'est Starlink et son rôle dans cette guerre. Nous évoquons un système internet satellite. Pensez-y comme ceci. Vous avez une petite antenne, vous la branchez à une prise, et grâce à des milliers de satellites autour de la Terre, vous avez un accès internet rapide partout. Pour l'Ukraine en 2022, lorsque la Russie a envahi et détruit des tours de téléphonie mobile et des câbles internet, Elon Musk a proposé Starlink. Soudainement, les Ukrainiens avaient de l'internet fonctionnel, ce qui permettait la coordination militaire. Même avec tout détruit, Starlink est devenu la colonne vertébrale de la défense ukrainienne. Mais, alors que l'Ukraine utilisait cette technologie pour se défendre, quelque part en Russie, des ingénieurs militaires avaient une idée. Ils ont sans doute pensé, et si on utilisait aussi cette technologie ? Revenons à ce train, car cet événement répond à cette question. Regardez, les drones russes utilisent-ils normalement un GPS basique ? Vous programmez les coordonnées avant de les lancer, et le drone s'y rend tout seul. Efficace sur des cibles immobiles, mais le drone échoue si la cible bouge. Cela a duré des années, jusqu'à Starlink. Tout change. Un opérateur russe voit en temps réel ce que la caméra du drone filme. S'il aperçoit un train en marche, eh bien, il suffit d'ajuster la trajectoire et choisir le bon wagon. Et alors, attaquer avec précision.
C'est la différence entre tirer à l'aveugle et viser une cible. C'est précisément ce qui a causé la mort de ces 6 personnes le 27 janvier. Tu veux savoir comment la Russie a eu cette technologie ? Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines en arrière. Dubaï, Émirats Arabes Unis. Des acheteurs utilisant des sociétés écrans ont acquis des terminaux Starlink dans des magasins d'électronique. Une transaction totalement légale. Ils ont payé avec une carte de crédit internationale et sont repartis avec un reçu officiel. L'achat en soi est légal, mais l'utilisation finale viole les conditions d'utilisation. Ces terminaux étaient expédiés au Kazakhstan, qui partage une frontière poreuse avec la Russie. Là-bas, des milliers de camions commerciaux passent chaque jour, les terminaux entrant en Russie cachés dans des cargaisons. Les enquêtes ont identifié une entreprise spécifique, Emaros Cargo, déplaçant des centaines de ces terminaux par cette route. De l'autre côté de la frontière, ils apparaissaient sur des sites russes, vendus entre 1000 et 3000 $ chacun. Mais mettre la main sur le terminal n'est que la moitié du problème. Intégrer un appareil internet commercial dans un drone volant à grande vitesse exige une ingénierie complexe, nécessitant des batteries supplémentaires, des processeurs avancés et une protection contre les vibrations. Mais, finalement, à force d'essais et d'erreurs, les Russes ont réussi à développer un drone relativement bon marché, désormais doté des capacités d'un missile de précision guidée. Après les premiers succès, la Russie a accéléré. En janvier 2026, des dizaines de ces attaques ont été menées, principalement contre des camions-citernes sur les routes et des convois militaires en mouvement. Et puis pour le 27 janvier, ce train-là, 6 morts, des dizaines de blessés. La pression sur Elon Musk allait exploser publiquement. La tension a atteint son paroxysme. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, ouvre Twitter et publie un message brutal adressé à Elon Musk. Il a dit « Profiter des crimes de guerre peut nuire à votre marque. » Le message est clair. Vous permettez à votre technologie de tuer des gens. Faites quelque chose. Musk a répondu 2 heures plus tard en traitant Sikorski d'imbécile et affirmant que Starlink est la colonne vertébrale de la défense ukrainienne. Mais, en coulisses, loin des réseaux sociaux, la conversation est très différente. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fedorov, il appelle directement les cadres de SpaceX avec un message urgent. Nous avons besoin d'une solution maintenant, et chaque heure qui passe, davantage de civils ukrainiens sont en danger. Mais un immense défi restait. Comment distinguer un terminal Starlink dans une voiture civile de celui d'un missile ? C'est alors que, 2 jours après la pression publique de Sikorski, des équipes de SpaceX en Californie ont mis en place une solution d'urgence. Elle était simple et élégante. Ils se sont concentrés sur la vitesse. Vous voyez, un terminal civil dans une voiture ou un train dépasse rarement 90 km/h, mais un drone militaire, eh bien, il vole beaucoup plus vite. SpaceX a donc créé une limite de vitesse numérique. Tout terminal se déplaçant à plus de 90 km/h serait automatiquement déconnecté. La mise à jour a été envoyée à distance via les satellites, instantanément. Et puis, à des dizaines de points sur la ligne de front, les opérateurs russes ont vu leurs écrans devenir noirs. Connexion perdue. Les algorithmes de SpaceX avaient détecté une vitesse supérieure à la limite et avaient déconnecté les terminaux. Les drones ont continué à voler en mode GPS de base, mais maintenant sans vidéo en direct, sans contrôle précis et sans capacité d'ajuster la cible en temps réel. Des missions ont été abandonnées, et des attaques sont commencées à échouer sur toute la ligne de front. L'avantage russe a commencé à s'évaporer. Mais ce même matin du 1er février, alors que SpaceX célébrait son succès initial, quelque chose de terrible se passait dans la région de Dnipropetrovsk. Quelque part là-bas,
Un drone Shahed 136 est en vol, lancé avant la mise à jour. Son terminal fonctionne toujours. Le drone aperçoit un bus transportant des mineurs rentrant du travail de nuit, des hommes fatigués, des civils. L'opérateur de drone russe fait alors une grave erreur. Il prend le véhicule pour une cible militaire, ajuste la trajectoire et appuie sur le bouton. 12 hommes meurent, 15 sont grièvement blessés. Et, ce même matin-là, dans une ironie brutale, Elon Musk publie sur ses réseaux sociaux: il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie ont fonctionné. Mais pendant qu'il écrivait cela, 12 familles ukrainiennes recevaient la pire nouvelle de leur vie. Les mesures n'avaient pas encore complètement fonctionné. C'est alors que, ce même jour, SpaceX a mis en place une deuxième contre-mesure. Ils ont établi une liste officielle de terminaux approuvés par le gouvernement ukrainien. Maintenant, désormais, tout terminal Starlink opérant sur le territoire ukrainien devrait être officiellement enregistré avec le nom de l'utilisateur, l'emplacement et l'objectif déclaré. S'il n'est pas sur la liste, il est désactivé à distance sans avertissement. C'est radical. Intrusif. C'était ça ou laisser mourir plus de civils ? Les Russes ont essayé de s'adapter en achetant plus de terminaux, en falsifiant des registres et en programmant des drones pour voler plus lentement, mais chaque mouvement russe était suivi d'une contre-mesure de SpaceX. C'est une guerre dans la guerre, le code contre l'ingénierie. Et lentement, la Russie a perdu son espace aérien. En février 2026, il est devenu évident que les attaques russes sur des cibles mobiles avaient fortement diminué, les drones utilisant à nouveau le GPS classique. La précision chirurgicale de janvier a disparu, et ce train dont nous avons parlé au début, eh bien, il circule normalement. Les familles ont recommencé à voyager parce qu'elles sont maintenant nettement plus en sécurité. Pas complètement en sécurité. Pourquoi ? La guerre continue. Mais la menace spécifique des drones guidés par Starlink a été neutralisée. L'impact réel n'a pas été sur Internet, mais plutôt sur la capacité d'une nation à se défendre, tandis que la Russie a recommencé à opérer partiellement à l'aveugle. Tout cela a été décidé par un homme d'affaires en Californie. Elon Musk n'a jamais été élu. Il ne répond à aucun parlement. Il ne prête serment de défendre aucune constitution. Mais fin janvier, il pouvait changer le cours d'une guerre entre nations. Lignes de code envoyées à distance et décisions prises en réunion d'entreprise. 6 personnes sont mortes dans ce train, 12 mineurs dans ce bus, 18 vies perdues. Combien de vies SpaceX a-t-il sauvées en appuyant sur ce bouton ? Les chiffres exacts resteront inconnus. Ce qui est devenu très clair, c'est que la guerre moderne se mène avec des logiciels, des satellites et des décisions d'entreprise prises à des milliers de kilomètres du front. Et celui qui contrôle la technologie contrôle le champ de bataille. C'est la réalité de la guerre au XXIe siècle. Maintenant, je veux connaître ton avis. Les entreprises privées comme SpaceX devraient-elles vraiment autant influencer les conflits militaires ? Ou cela devrait-il rester la prérogative des gouvernements élus ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec un amateur de technologie ou de géopolitique. Et abonne-toi à la chaîne pour suivre plus d'analyses sur ce qui se passe dans le monde. À la prochaine vidéo.